Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le fauteuil des invités Jordan Khalifa. Salut Jordan, comment tu vas ? Salut Marine, ça va et toi ? Bah écoute, ça va super, je suis ravie de pouvoir te recevoir. Et pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, Jordan, tu es le dirigeant de Concept Ouverture, c'est ton entreprise en menuiserie et tu pilote aussi le réseau Gap Référencement qui regroupe à lui seul 50 experts en menuiserie. T'es autodidacte, fan de process et d'automatisation comme moi et ta mission c'est de moderniser le monde un peu poussiéreux de la menuiserie en utilisant les bonnes pratiques de notre époque. En bref, améliorer l'expérience client et faciliter la vie des patrons d'entreprises de menuiserie en augmentant leur rentabilité. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, c'est parfait, j'aurais pas dit mieux Marine. Super. Alors avant de rentrer sur le vif du sujet qui va être finalement la direction d'une PME, puisque toi tu diriges ta propre entreprise et vous allez découvrir que ça ne s'improvise pas. Je voulais préciser que tu es le deuxième acteur du BTP qui passe sur ce podcast. Le premier c'était Jacques Sabater que tu connais probablement sur LinkedIn, c'était dans l'épisode 19. Oui, on se connaît bien avec Jacques, on s'est déjà parlé plusieurs fois et Jacques est comme moi issu en plus du BTP, il est issu de la menuiserie. Donc on échange régulièrement, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Cool, j'espère que l'épisode te plaira qu'on a fait avec Jacques. On a parlé d'expérience client et avec toi, on va parler plutôt de direction d'entreprise, puisque comme je l'ai déjà dit, ça ne s'improvise pas. Et avant de parler de ça, est-ce que tu aurais une anecdote sur toi, sur ta vie entrepreneuriale qui t'a marqué ? Alors moi, ce qui m'a le plus marqué, ça a été mes débuts. J'ai créé mon entreprise quand j'avais 22 ans. Je connaissais rien à la menuiserie. J'avais travaillé 3 ou 4 mois chez K comme commercial et j'étais pas spécialement quelqu'un qui s'intéressait au départ au bâtiment. Je m'étais retrouvé là-dedans un peu par hasard. Et j'ai vu qu'il y avait un business à faire dans la fenêtre et je voyais ça seulement avec mon prisme de vendeur à l'époque. Et je pensais que c'était facile. Alors j'ai créé mon entreprise et je me suis dit que ça allait ça allait se faire et que j'allais devenir le nouveau Amazon de la fenêtre. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Je me suis très vite confronté aux difficultés à manager, à vendre, à la technique des produits, à gérer des chantiers sans expérience et sans non plus avoir trop d'argent. Et j'ai dû faire beaucoup avec peu et ça a été très formateur pour moi. Et je pense que c'est ça qui m'a permis aujourd'hui de maîtriser ce que je maîtrise parce que très vite je me suis confronté à des grandes difficultés. J'ai dû me battre pour que ma boîte survive. Et je pense que voilà, ça a été quelque chose qui m'a marqué dans mes premières années et que j'oublie pas. Génial. Est-ce que tu peux nous préciser en quelle année c'était quand tu t'es lancé justement à ton compte ? C'était en 2008. Ok, donc ça fait quelques années du coup que tu as de l'expérience et la première question que j'ai envie de te poser pour initier cet épisode sur la direction d'une PME, c'est comment est-ce que tu as vécu ton évolution finalement de commercial, comme tu disais, à CEO maintenant d'une entreprise qui fait, si j'ai bien fait mes devoirs, qui doit faire 12 millions de chiffre d'affaires. Ouais, c'est ça. L'année dernière, on a légèrement dépassé les 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. On prévoit 15 pour cette année. Disons que ce qui est vraiment important, c'est de sortir justement de l'opérationnel et d'avoir une vision globale. Parce que et c'est la difficulté que je vois avec beaucoup de patrons chez Gap Référencement, parce qu'aujourd'hui, je suis des deux côtés de la barrière. Je suis patron de réseau et patron d'entreprise de menuiserie. Et j'ai affaire donc à des dirigeants qui ont des boîtes comme la mienne qui tournent dans les 10 millions. Comme j'ai des dirigeants qui sont par exemple des anciens commerciaux ou des gens qui viennent même d'un autre métier et qui créent leur entreprise. Donc chez nous, on a vraiment de tout parce que la menuiserie, c'est un métier qui en apparence n'est pas sexy, mais qui attire quand même de plus en plus
de monde parce il y a vraiment du business à faire là-dedans. Et c'est vraiment de sortir cette opération et d'avoir la vision globale. C'est être capable de pas être focus justement sur un client, sur un problème, de vouloir tout gérer soi-même, de vouloir soi-même faire les devis, de vouloir soi-même gérer les chantiers. C'est vraiment d'apprendre à déléguer et de compartimenter les tâches. C'est génial puisque tu fais une très belle transition vers ma deuxième question. Je sais que pour manager, pour diriger une entreprise, il faut beaucoup de compétences d'organisation au sens large du terme. Du coup, moi, je voulais savoir quels ont été, on va dire, tes plus gros challenges en tant que chef d'entreprise et quels sont les éléments qui ont été transformateurs pour toi. Le premier challenge, je dirais, c'est déjà un challenge avec soi-même. Parce que finalement, déjà, j'ai appris à me connaître. Parce que je pensais que j'étais un commercial dans l'âme. Et en travaillant, je me suis rendu compte que pas du tout. Alors, bon, je sais vendre parce que j'ai appris à le faire et que je l'ai fait pendant longtemps. Je suis certainement pas le meilleur vendeur et dans ma boîte, j'ai plein de gens qui vendent mieux que moi. Mais je dirais, ça a été vraiment cette capacité à apprendre, à prendre du recul, à prendre des leçons et vraiment de mettre mon ego de côté et de savoir dire je sais pas. Et au début, voilà, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup d'ego, je pensais que je savais tout et le quotidien m'a appris que c'était tout le contraire. Et c'est surtout aussi d'accepter de faire des rencontres, de parler avec ceux qui ont réussi. Parce que pour moi, voilà, l'intelligence d'un patron, c'est pas d'être le meilleur partout. C'est d'aller prendre l'information là où il est. Et ce que je dis à chaque fois, c'est qu'un bon patron, c'est un bon explorateur. C'est pas un bon exécutant, c'est pas un super commercial, c'est pas un super technicien. C'est une personne qui va chercher tout le temps, qui est hyper curieux. Donc, ça a été je dirais, mon premier challenge avec moi-même enfin, un challenge que j'ai pas relevé, hein, parce qu'on le relève jamais ce challenge. Hein. Je veux dire, on le commence, on le finit à 80 ans, on apprendra encore, je pense. Ouais. Mais c'est bateau de dire ça, mais ça reste un état d'esprit qu'on retrouve pas non plus chez tous les patrons. Et c'est vrai que nous, on voit quand on a des boîtes qui se créent, on voit de suite les patrons qui ont ce petit truc en plus, vraiment de la curiosité, de la vision un peu générale. Et c'est ceux-là vraiment qui réussissent le plus. Et ensuite, au niveau ce qui a été game changer, je dirais, dans mon organisation, ça a été de digitaliser la menuiserie. Parce que très vite, au bout d'un an, je voyais le nombre de problèmes que j'avais, je voyais les fichiers Excel de partout, les dossiers papier de partout. Et puis, il faut pas oublier que là, on est en 2008-2009, on n'en est pas du tout au niveau d'aujourd'hui en termes de transparence de l'information, de digitalisation. Car à l'époque, celui qui se lance, bon, il avait son tableau Excel et c'est tout. Il n'avait pas accès à Notion, enfin, à tous les outils qu'on peut avoir aujourd'hui. Et donc, j'ai développé très vite des bribes de RP en interne. J'ai eu la chance d'avoir une personne proche de moi qui a une boîte d'informatique et qui m'a développé pour pas très cher au début quelques fonctionnalités. Très vite, pour être, on va dire, plus fiable et plus serein, j'ai automatisé tout un tas de procédures dans l'entreprise parce que la difficulté dans beaucoup de métiers, notamment dans le bâtiment, c'est que c'est un métier de fourmi où tu as plein d'étapes dans chaque commande et chaque commande est sur mesure, ce qui veut dire qu'à chaque fois, c'est un projet. Donc, on a essayé de développer de la notification, enfin de l'information, on va dire remontante, en fait, qui va vers l'utilisateur, enfin vers le commercial ou vers la personne qui gère la commande, plutôt que d'aller faire justement du descendant où on va rechercher soi-même l'avancement de chaque dossier. L'idée, c'est vraiment de s'enlever pendant longtemps, j'ai toujours travaillé sur ça, c'est de travailler sur le fait d'avoir moins de charge mentale. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc ça nous a aidé à grossir, on va dire, de façon plus fiable que la concurrence. Et après, ce qui a été vraiment important, j'ai très vite eu cette vision de notre métier, c'est que dans notre métier, les gens sont très centrés produits et sont très centrés sur leur entreprise. C'est apprendre pour moi, à ne plus utiliser le jeu, mais par contre à se mettre à la place du client. Par exemple, voilà, pour moi, je ne vais jamais dire que je n'aime pas tel ou tel produit. Mon avis n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que le produit plaise à mon client. Donc moi, vraiment très vite, j'ai vraiment fait mes choix fournisseurs par rapport à la demande client. Et ensuite, d'être axé vraiment service, parce que les gens retiennent plus l'expérience que le produit. Et ça, dans le bâtiment, aujourd'hui, on a quand même une culture qui est très produit. Et c'est ça aujourd'hui enfin depuis toujours que j'essaie de changer aussi bien dans mon entreprise que chez nos adhérents. C'est vraiment partir du bénéfice client. Et après, le troisième point, je dirais, c'est de mettre du process et du pragmatisme. Souvent dans les entreprises, on entend, je lui ai répété 10 fois la même chose, je lui ai dit 15 fois de faire ça, il n'a pas écouté. Mais je dirais qu'un problème qui arrive plus de 2 fois,
C'est pas forcément qu'on l'a pas répété assez, c'est plutôt qu'on n'a peut-être pas le bon process ou qu'on l'a pas écrit. Et c'est cette culture de l'écrit que j'ai eu depuis très longtemps, hein, depuis voilà, j'ai mis 1 an à le comprendre, et depuis 2009 où j'ai commencé justement à créer cette ERP, j'ai toujours eu cette culture de l'écrit où je dis voilà, à chaque étape, on doit la noter, on doit mettre à jour régulièrement ces fiches process, et les gens ne doivent pas tout le temps avoir à se souvenir d'un milliard de choses, ni de se poser plein de questions. Alors oui, on doit passer du temps à réfléchir et à améliorer soi-même et l'entreprise et réfléchir au dossier, mais chaque dossier ne doit pas être compliqué. Voilà, les choses doivent un peu couler de source, et c'est ça que j'ai toujours essayé de faire dans mes entreprises. Voilà, c'est ces trois sujets quelque part qui se rejoignent un peu, mais c'est pour moi ces trois sujets importants. J'adore. En fait, ce que tu décris, c'est typiquement la démarche qualité d'une entreprise que peu d'entreprises finalement adoptent puisqu'ils se disent la qualité c'est lourd, c'est compliqué, on n'a pas le temps de faire des process. Sauf que si on prend cette problématique dans un autre point de vue, bah, faire des process en fait c'est hyper économique parce que bah, si par exemple des personnes partent de votre entreprise pour X ou Y raison, une fois que vous avez processisé leur travail, vous conservez en fait le savoir, donc vous gagnez du temps sur l'accueil des personnes, sur la formation. Vous pouvez auditer, comme tu l'as expliqué très bien, vous pouvez auditer vos façons de travailler et donc bah, les améliorer plus facilement. Une fois que c'est posé à l'écrit, c'est beaucoup plus facile de se dire, ok, bah là par exemple pour ma commande de matériaux de fenêtre ou ma création de ce service, bah, ça se passe avec l'étape A, B, C, D. Mettons si à un moment ça coince, bah, je sais que c'est à l'étape B. Donc ça va être à cette étape-là qu'il va falloir mettre des ressources pour optimiser le process. En gros, soyez pragmatique, tout simplement. Bah, dans les petites entreprises, le process a eu très très longtemps mauvaise presse. Je trouve que c'est en train de changer depuis pas longtemps. Moi, je me rappelle quand j'ai créé la boîte, dès que je parlais de process, ces premiers temps, on me regardait avec des grands yeux et c'était très très mal toléré. Mais je sais pas ce qui se passe si les gens ont pris conscience ou s'il y a une transparence aujourd'hui de l'information, parce qu'on se dit les process c'est pour les grosses boîtes. Ben moi je dis l'inverse. Moi je dis les grosses boîtes sont des grosses boîtes parce qu'elles ont des process. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Donc c'est cette culture-là on va dire que je défends au quotidien. Et je suis totalement d'accord avec toi. Quand j'étais salariée, je bossais en milieu industriel. Donc, normalement, tu vas me dire, les process, c'est acquis, c'est toléré, etc. C'était très, très compliqué puisque on passait, nous, l'équipe qualité, pour les casse-pieds, les relous de service, alors que ben, on est là pour faciliter le travail de tout le monde. Donc, les process, c'est vraiment important, je pense, de voir ça comme un outil au service de son développement et pas comme une dépense ou un frein qui au contraire va vous ralentir parce que c'est vraiment pas le cas. Et il faut faire attention à la dépense invisible. C'est-à-dire ce que j'appelle la dépense invisible, c'est je vois beaucoup de dirigeants vouloir rogner sur le management intermédiaire, sur le contrôle, sur des documents justement qui permettent de structurer cette démarche et à demander aux managers de faire de l'opérationnel, eux-mêmes à être aussi beaucoup dans l'opérationnel alors qu'ils ont déjà une quinzaine de salariés. Il faut pas se tromper de combat et se dire que ce genre de petites économies c'est pas ce qui va rapporter de l'argent à l'entreprise. C'est pas parce que le dirigeant va vendre 3 dossiers de plus que le commercial a pas à faire ou parce qu'un manager il manage 10 personnes et pas 7. C'est pas là, je trouve, où l'entreprise gagne de l'argent. Là où l'entreprise gagne de l'argent, c'est quand il y a de la fiabilité et que ça glisse, que c'est tout seul, que ça avance tout seul, que les gens sont contents, que les employés restent parce que venir au travail, on n'y va pas la boule au ventre parce que on va être face à 50 problèmes dans la journée. Je dirais de manière générale, il faut pas accepter en tant que patron ou en tant que manager ou même en tant qu'employé qu'on soit d'être dans une boîte où il y a des problèmes toute la journée. S'il y a des problèmes toute la journée, c'est qu'il y a vraiment des choses à régler. L'urgence, c'est pas la norme. Et c'est vrai qu'en investissant dans cette structure-là, les dirigeants ont parfois l'impression de perdre en résultat, d'enchaîner des surcoûts. Mais la réalité, c'est que souvent, moi, je prends un exemple de mon métier, hein, par exemple, je fais une erreur de commande sur une fenêtre. En moyenne, une fenêtre, on l'achète peut-être 300 euros, nous, au prix de gros. Bah, en fait, ça te coûte 1200 euros parce qu'on a compté entre l'achat de la nouvelle fenêtre, le déplacement supplémentaire, le travail administratif, le contrôle, les échanges, les plaintes du client, parfois un geste commercial. Donc, en fait, on est à 1200 euros. Donc, qu'est-ce que c'est, je dirais, de passer 5 minutes de plus sur chaque dossier? Ça va te coûter 5 minutes. Je pense qu'on est tout juste quoi à 2 euros peut-être. Enfin, je sais pas, faudrait recompter. Mais donc, je dirais si une fois sur 500, tu lèves une erreur, tu es déjà rentable et en plus, tu t'es évité un nombre de problèmes importants. Donc, ouais,
Vraiment, le contrôle qualité, c'est quelque chose qui est sous-coté dans les entreprises. Ouais, clairement. Et je vais faire un petit disclaimer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un gros service qualité. Il y a beaucoup d'entrepreneurs solo qui écoutent ce podcast. Vous pouvez très bien commencer par noter ce que vous faites dans votre quotidien pour faire vos process. Et ensuite, une fois que votre business sera en phase de croissance ou qui sera bien établi, vous pouvez faire appel à des consultants qui vont venir, par exemple, auditer vos process, vous aider à les améliorer si vous n'y arrivez pas tout seul ou si vous ne voulez tout simplement pas le faire tout seul aussi. Mais au début, on peut commencer avec peu de moyens. C'est le principe de la loi de Pareto. Je crois que je le dis dans tous les épisodes de podcast, mais cette loi est incroyable. Vous mettez 20% d'efforts en plus, vous allez avoir 80% de résultats. Donc, autant avoir cette vision, cette action stratégique en faisant moins, mais mieux. Absolument. Et je trouve que c'est important d'aimer le problème. Parce que je vois aussi beaucoup d'entreprises qui ont peur des problèmes et qui n'osent pas les aborder, qui ont peur du changement. Enfin, moi, j'adore les problèmes et j'adore quand on me remonte quelque chose qui ne va pas. Au contraire, quand j'ai un employé qui me dit ah bah ça fait 6 mois que j'ai ça et qu'il n'a parlé à personne et qu'il a gardé pour lui, pour moi c'est absolument horrible parce que je ne peux rien faire en fait. Lui, bon, on veut pas déranger son supérieur ou me déranger, mais finalement c'est vrai que ça ne nous aide pas. Et c'est avoir cette culture du problème justement, ça aide énormément. Et aussi, je dirais, pour arriver à bien structurer l'entreprise, c'est important, encore une fois, de bien se connaître soi-même. Et moi, j'ai eu ce cas avec la logistique. C'est-à-dire que quand on était en 2016, justement, c'est là où j'ai fait appel à un consultant. On a commencé à avoir une croissance vraiment importante et arrivé à peu près à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai vu que j'avais atteint mon seuil de compétence en logistique. J'étais pas capable de mettre en place les bonnes solutions. Et là, il y a justement des personnes comme toi, Marine, qui sont tout à fait capables d'aider l'entreprise à se structurer et de mettre en place on va dire, les bonnes pratiques. Et j'ai travaillé avec une personne qui s'appelle Vincent Bernier, de la société Pexlog, qui est venu m'aider à un moment où c'était critique pour moi dans ma société. Et il m'a aidé justement, c'est un ancien directeur logistique de chez Lidl. Il m'a aidé à mettre en place ce qu'il faut, qui était adapté à ma structure. On n'a pas monté une usine à gaz comme chez Lidl, hein, parce que nous, on n'avait pas 200 magasiniers, on en avait 3. Mais en tout cas, il a mis quelque chose qui était adapté. Et suite à ça, l'entreprise est passée de 3 millions à 10 millions de chiffre d'affaires en ayant une logistique qui était très nettement en avance sur les autres. Donc, je me suis retrouvé en partant d'un point où j'étais plus mauvais que la moyenne, à un point où, dans la menuiserie, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a une logistique comme la nôtre aujourd'hui. Parce que du coup, on a aussi vraiment ancré cette culture-là en nous, parce qu'on a vu à quel point les bénéfices étaient importants. Et au plus on a investi là-dedans, au plus on a gagné de l'argent. Donc oui, pour revenir à ce que tu disais, je cautionne complètement le fait de consulter des experts pour accompagner le dirigeant sur les points où il est un peu moins expert que d'autres. C'est ça, et c'est dans les petits détails qui peuvent faire de grosses, grosses différences et tu l'illustres parfaitement. Et du coup, je vais passer à la question d'après qui est plus sur le côté mindset, puisque pour moi, le mindset, c'est pareil, ça fait 80% du travail. Est-ce que tu peux nous expliquer les étapes par lesquelles tu es passé pour finalement devenir ce CEO qu'on a en face de nous aujourd'hui et qui aime la culture de la qualité. Je suis passé par des hauts et des bas dans le sens où quand j'ai démarré les 2 premières années, ça marchait quand même plutôt bien malgré toutes les erreurs que je faisais sur les commandes. Mhm. Il y avait tellement de commandes que finalement ça compensait les erreurs. Et après, j'ai voulu faire grossir l'entreprise. J'ai embauché des gens qui n'ont pas été performants par ma faute. Et pendant 3 4 ans, j'ai gagné à peu près 1 500 € par mois pour 70 heures par semaine. Inutile de te dire qu'on se lève pas pour ça le matin quand on dirige une entreprise. Et j'ai dû vraiment comprendre pourquoi ça marchait pas. Et c'est là où je me suis ouvert, hein, parce que je suis passé à cette époque-là du je sais tout à accepter que je ne savais rien. Et j'ai rencontré des patrons qui étaient très forts, des gens, on parle de personnes qui ont gagné plus de 500 000 € net avec des boîtes de 3 4 millions d'euros de chiffre d'affaires pendant 25 ans. Donc des gens qui savaient vraiment faire et des gens qui étaient de mon métier ou pas, hein, d'ailleurs, hein, qui m'ont énormément aidé. Et ça m'a donné les clés pour résoudre des problèmes auxquels je trouvais pas d'issue. Et j'ai dû faire des licenciements à cette époque-là parce que la boîte aurait pu déposer le bilan. J'ai eu des gros impayés avec des chantiers qui étaient mal tenus. Et suite à toutes ces remises en question, je me suis recentré sur un marché
J'ai abandonné les gros chantiers parce que c'est quelque chose qui est difficile à gérer, qui est pas rentable. J'ai fait moins de chantiers chez les particuliers parce que avoir trop d'employés sur les chantiers, c'est-à-dire des gens justement qui sont répartis un peu partout, c'est aussi compliqué à gérer. Donc j'ai réduit mes effectifs et j'ai développé la vente de fenêtres en fourniture seule. Et depuis donc 10 ans, dans cette vente auprès du professionnel, l'entreprise a grossi. Et cette année, on fait voilà 12 millions de chiffre d'affaires, plus d'1 million d'euros de résultats. Et encore, c'est mon activité secondaire aujourd'hui parce que je passe une journée par semaine à travailler dans cette entreprise concept ouverture en moyenne et 4 jours à développer le réseau gars préférencement. Donc ça a été voilà ce travail-là et les rencontres. Je peux pas dire que j'ai eu un mentor, j'en ai eu plusieurs. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je recommande vraiment le mentorat parce que c'est pas forcément le mentor, c'est pas forcément une personne qui va vous donner toutes les clés pour résoudre vos problèmes. C'est plein de connaissances, plein de discussions. Il y a pas de format, je dirais. C'est un mentor, ça peut être quelqu'un, moi, une personne avec qui une fois j'ai parlé 2 heures et qui j'ai jamais reparlé depuis en fait. Enfin, puis on s'est même pas rencontrés en fait, on s'est eu qu'au téléphone, qui m'en a appris plus que certains pendant des semaines. Et donc il y a plein de manières de progresser comme ça. Donc c'est vraiment de s'ouvrir et dès qu'on a quelqu'un, on va dire, qui est en avance par rapport à ce qu'on a fait soi-même, bah, d'y aller. Voilà, aujourd'hui, je fais 12 millions. Dès que je rencontre quelqu'un, moi, qui a une boîte où il y a 100, 200, 300 salariés, qui fait 20, 30, 40, 50 millions, même si il vend, je sais pas, du matériel de plomberie ou s'il vend des ordinateurs, enfin, peu importe, je vais y aller et je vais vouloir tout savoir sur cette personne, en fait. C'est pour moi, c'est après ça. Pour moi, c'est quelque chose après qu'on a dans la culture et ça s'arrête jamais parce qu'on a toujours quelqu'un qui est plus gros que soi, quelqu'un qui en a fait plus ou quelqu'un qui a un domaine d'expertise qu'on maîtrise pas en fait. Là, tu soulignes un point hyper important, c'est pas forcément rester enfermé sur son secteur d'activité. Moi, c'est un truc que j'aime bien. Tu vois, par exemple, ben, je t'accueille toi, j'ai accueilli Jacques aussi. Vous êtes tous les deux du BTP, c'est pas du tout mon secteur, même si je suis en train de retaper une maison en ce moment, mais c'est pas mon travail, clairement. Ah bah du coup, tu vois tous les problèmes de communication, de logistique, d'exécution, tu dois t'en rendre compte On de est toutes sur, les approximations qu'on a dans le bâtiment. Ouais. on est sur les fenêtres en plus en ce moment, donc je pense à D'accord. toi. Je Bah, pense écoute, clairement à toi. Mais du coup, effectivement, c'est hyper enrichissant, je trouve, de s'intéresser à d'autres domaines, que ce soit pour l'expérience client, pour son mindset ou autre. Mais aussi, moi, je pense qu'on peut trouver des mentors, même pas forcément des personnes plus avancées. C'est-à-dire que forcément, ce qui va sembler évident, c'est des personnes qui gagnent plus que nous. Ça, c'est assez facile à trouver. Mais parfois, on peut trouver des mentors, par exemple, en développement personnel ou sur un loisir. Et c'est pas forcément chiffré, mais comme tu le disais, c'est des fois des conversations hyper inspirantes avec quelqu'un que peut-être tu ne croiseras plus jamais de toute ta vie, mais qui va te donner le déclic et qui va bah, tout changer en fait. ah, mais c'est exactement ça. Il y a aussi des experts sur un domaine. Et globalement, je trouve que quand on pose des questions à des gens sur leur expertise, les gens sont contents de te renseigner, même gratuitement. Parce que les gens aiment parler de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils aiment. Globalement, ils aiment partager. Donc vraiment, faut y aller. Pour moi, faut y aller sans crainte, hein. Il faut oser poser des questions. C'est ça. Et puis pour la résolution de problèmes, ce que je voulais ajouter, c'est finalement quand on est face à une difficulté, plutôt que de réfléchir pendant des jours et des jours et des jours et des jours, en fait, faut se dire que, enfin, sur Terre, on est 8 milliards, donc sur 8 milliards de personnes, il y a forcément des gens qui ont déjà eu ce problème avant nous. Donc c'est vrai, un des réflexes à avoir quand on est entrepreneur, c'est plutôt de rester entre son équipe ou entre soi, essayer de chercher la solution. C'est de trouver, ben, comme tu disais tout à l'heure, dans un autre métier ou avec d'autres personnes les solutions qu'ils ont déjà trouvées. Et ça évite souvent de perdre du temps et de faire des essais qui sont pas toujours probants. Ouais, clairement. Et au niveau du mindset, est-ce que en ce moment, tu as des challenges que tu affrontes ou des choses sur lesquelles tu aimerais travailler en tant que dirigeant d'entreprise? Alors complètement, en 2022, pour moi, ça a été le challenge de communiquer sur LinkedIn. Parce que au départ, je suis pas quelqu'un de très communicatif et c'est quelque chose que j'ai vraiment changé l'an dernier. Et je l'ai fait un peu par hasard et bon, ça marche pas trop mal et ça m'apporte régulièrement du business.
Donc ça a été vraiment mon challenge de 2022 qui est encore en cours parce que je vais lancer mon podcast cette année, à partir de mars-avril. Super. Et bah écoute, en tout cas, je suis impatient de démarrer et j'espère que tu viendras en tant qu'invité. Comme ça, on inversera les rôles la prochaine fois. Avec plaisir. Et donc, mon challenge, voilà, ça va être de communiquer maintenant, en plus de communiquer par écrit, de communiquer aussi à l'oral. Et mon challenge vraiment pour cette année aussi, ça va être de travailler sur la transmission du savoir. Parce que je me suis rendu compte une chose, c'est que dans notre communication avec les adhérents, on a énormément de données, on a énormément d'informations à faire passer, mais on n'arrive pas toujours à transmettre les choses comme on aimerait. Et sur ça, je vois qu'on est un peu, on est peut-être, je sais pas si on est déficient, mais je vois qu'en tout cas qu'on n'est pas efficient. Et l'idée, ça serait vraiment de nous former à la formation pour arriver à cerner, voilà, comment donner l'information à l'adhérent au bon moment, sur quel sujet il veut travailler et comment même ouvrir certaines personnes à aborder des sujets qu'ils ne veulent pas aborder, qui sont tabous. Donc on a prévu, voilà, nous, enfin moi et mon équipe, de se former à ça et de devenir des formateurs. C'est génial. Tu vas découvrir le monde de l'expérience utilisateur au sens plus large que l'expérience client et tu vas voir qu'il y a énormément de choses à apprendre. Moi, j'adore. Donc vraiment, si tu as des questions, tu n'hésites pas, petite parenthèse. Avec plaisir, avec plaisir. Et dernière question pour cet épisode, quels sont pour toi les indispensables quand on veut passer d'indépendant, donc de personnes qui travaillent toutes seules, à chef d'entreprise? La première chose, c'est évidemment de se former au management parce que c'est très loin d'être inné. Et surtout d'apprendre à ne pas aimer l'opérationnel. Et moi, voilà, je n'aime pas du tout l'opérationnel. C'est-à-dire, quand je fais de l'opérationnel, je le fais simplement pour apprendre comment ça marche, pour comprendre pourquoi, et pour comprendre pourquoi ça marche pas. Et je dirais qu'une fois qu'on a passé ce step-là, déjà, c'est un énorme pas. Et surtout avoir cette vision long terme et généraliste, voilà, de s'ouvrir en fait à tout un tas de choses. Et encore une fois, bah, je dirais voilà, d'oublier son produit et penser au client. Voilà, c'est vraiment le client avant le produit et s'orienter vers l'autre, se tourner vers l'autre. C'est-à-dire que le matin, quand on se lève, on ne doit pas penser à vouloir s'enrichir, on ne doit pas penser à vouloir faire telle chose, on ne doit pas penser à ses propres tensions, ses propres besoins. On doit penser à ce que veulent les clients et ce que veulent les collaborateurs de l'entreprise. Et une fois qu'on est passé dans ce truc justement de se décentrer de ses besoins, bah c'est là, je pense, où on sait qu'on est prêt pour diriger une équipe et monter une boîte. J'adore. Je pense que la première question que vous pouvez vous poser le matin, hormis de comment est-ce que je me sens, c'est comment est-ce que je peux aider les personnes que je vais voir dans ma journée. C'est ça, exactement. Et si les employés ben, se sentent mieux au travail, si les clients, ben, on a résolu leurs problèmes, bien souvent on a tout gagné et les gens ne partent pas parce que finalement dans la vie ce qu'on veut c'est pas toujours payer 1 euro moins cher, c'est être tranquille, être en confiance et savoir qu'on peut s'appuyer sur son prestataire ou son fournisseur plus qu'ailleurs. Et c'est là où après à long terme on fait la différence sans se battre à chaque fois sur le prix ni à courir derrière les clients. C'est ça, c'est une vraie stratégie de fidélisation que tu nous confies là. C'est ça. Et c'est pour moi, enfin, en tout cas, nous, c'est vraiment dans j'aime pas trop expliquer notre ADN, mais voilà, on dirait, c'est le sang qui coule dans nos veines, c'est ça. Et aussi de travailler le personal branding. Donc, voilà, moi, t'as compris que j'avais découvert ça l'année dernière. C'est un accélérateur de croissance, qui est juste énorme. Et, parce que les gens veulent connecter avec toi. Ils veulent plus connecter avec toi qu'avec ton entreprise. Parce Oui. que, t'as envie d'avoir une marque, enfin, si tu t'appelles Chanel ou Dior, et encore, dans les grandes marques, si on regarde bien, il y a très souvent un fondateur emblématique derrière et les gens s'identifient beaucoup au fondateur de l'entreprise. Euh, donc je dirais c'est vraiment d'apprendre à communiquer sur soi et partager ses réussites, ses échecs, ses doutes, parce que les gens s'attendent pas à ce qu'on soit parfait. Je pense que les gens s'attendent à ce qu'on soit authentique et d'avoir voilà une vraie personne, un humain en face d'eux qui partage ses connaissances et qui a pas peur de se faire piquer les idées. Voilà, pour moi c'est quelque chose qui est centrale. Une idée, ça n'a pas tant de valeur parce que tout à l'heure, tu parlais des 80-20. Pour moi, une idée, ben, c'est 20% l'idée, mais c'est 80% l'exécution de l'idée. Donc, partager et communiquer sur les réseaux, c'est quelque chose pour moi qui va remplacer pour beaucoup la prospection et qui va vraiment fidéliser les gens parce que ça vous rend unique. Et ça, j'encourage n'importe quel dirigeant à le faire. Je peux que plus soyer à ce discours-là, parce que bah, de la qualité, maintenant, j'ai envie de dire, avec toutes les ressources qu'il y a sur Internet, tout le monde peut en faire. Par contre, ce qui fait de la différence, c'est l'expérience que vous faites vivre
à vos clients, à vos prospects, et c'est surtout qui vous êtes. Tu parlais d'ADN tout à l'heure, mais c'est un petit peu ça. Qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, et comment est-ce qu'elles s'incarnent dans le travail que vous faites auprès de vos clients. Ça se sent dans votre communication, ça se sent dans le travail que vous faites, et ça fait vraiment toute la différence. Moi, je sais par exemple qu'il y a des clients qui me disent « Marine, t'es hyper bienveillante, hyper douce », et du coup, ça nous déculpabilise sur le fait que on n'arrive pas à faire des process. C'est justement ce que je veux leur faire ressentir. Et c'est pareil, je suppose, pour toi, Jordan, avec Gap Référencement, avec ton entreprise de menuiserie, tu as un ADN avec des valeurs, et quand ça se ressent à travers tes clients et tes prospects, t'as tout gagné. Ouais, voilà, on est sincère, on est comme on nous aime pas. On n'a pas peur de cliver aussi, et je pense qu'aussi pour bien communiquer, un bon personal branding et une relation, on va dire, saine avec les clients, c'est de pas avoir peur de dire les choses. Et ça n'empêche pas, voilà, des fois j'ai des adhérents, je suis pas d'accord avec eux sur certains trucs, mais ils sont adhérents quand même, et je pense qu'ils sont quand même contents d'être là. Après, on se retrouve sur d'autres valeurs ou sur d'autres sujets. Mais tant qu'on est authentique et aligné avec soi-même, je trouve qu'en général ça fonctionne. C'est aussi pour ça que les gens ils viennent nous voir en fait. C'est pas pour aller forcément dans leur sens. Moi, il y a beaucoup de clients qui me disent je veux automatiser mon business. C'est pas ça le problème généralement. Souvent, c'est des problèmes de management, d'organisation, de communication. Et donc, on va traiter le vrai problème et derrière, si on a un peu de temps et qu'on a l'envie, on automatisera. Donc, c'est vraiment important de bien se connaître, comme tu le disais au tout début de l'épisode, connaître les personnes à qui on s'adresse et trouver un créneau où les deux personnes se rencontrent et on peut échanger, débattre, s'enrichir, et c'est ça qui fait, je trouve, la beauté aussi de l'entrepreneuriat. Exactement. T'as tout dit. Super. Est-ce que tu as d'autres points à ajouter? Écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vous invite à me retrouver sur LinkedIn pour suivre mes publications. Parfait. Le lien de ton profil sera disponible dans la description de l'épisode. Moi, je vous conseille vraiment de au moins suivre, si ce n'est rentrer en contact avec Jordan, parce que ses posts sont vraiment géniaux. Il donne beaucoup de matière, beaucoup de valeur tous les jours, et c'est très très riche en enseignements. Donc n'hésitez pas. Merci Marine. Merci à toi Jordan pour cet épisode, et merci à vous qui avez écouté l'épisode en entier. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode invité. Prenez soin de vous. Merci, au revoir. À bientôt. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée, et à très bientôt dans le podcast. Bye. Cet épisode t'a plu? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite.